Salut potard! Aujourd'hui j'applique un concept survivaliste à notre passion commune, la moto. Il s'agit de penser ton everyday carry. Qu'est-ce qu'il te faut emporter tous les jours pour pouvoir faire face aux besoins du quotidien? Allez, suis-moi, on va découvrir ça ensemble. Cette vidéo présente ma conception de l'EDC. Elle donne des pistes de réflexion, pas des obligations bien entendu. Alors en effet, dans le cadre de cette nouvelle mouvance qu'est le survivalisme, tu as effectivement des adeptes qui parlent de ce qu'on doit emporter sur soi tous les jours pour faire face à une situation d'urgence. Alors dans l'excès, on parle d'apocalypse, mais dans la réalité, ce qui est important, c'est de se préparer avec le minimum de choses à ce qu'on appelle une rupture du quotidien, une rupture de la normalité. Or, quand tu es motard, la rupture de la normalité, ce n'est pas quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, tu peux y être confronté régulièrement. Par conséquent, il te faut te préparer et avoir sur toi ce qu'on appelle l'EDC. Alors en français, on dirait ce que j'emporte tous les jours, l'emport du quotidien. Moi j'aime bien cette expression, l'emport du quotidien. Reprenons, comme son nom l'indique, il s'agit de rationaliser ce qui est nécessaire au motard pour une journée de vie. Pour ma part, ce concept est assez simple et il doit répondre à 3 critères. Donc le premier critère, c'est le soin. Pour moi, le motard, quand il part dans sa journée de travail, son idée, son emport du quotidien doit gérer une part de soin, pour lui et pour les autres. Il y a la sécurité, comment gérer ma sécurité, pour mieux gérer la sécurité des autres si besoin, et puis l'item, mon confort quotidien. L'emport quotidien, ou encore le décès, répond donc à des critères complexes pour le motard. Il doit être léger, portable sur soi, adapté à sa personne et aux autres, répondre à des nécessités immédiates, tu verras, fiable dans le temps et classé en 3 thématiques, celles que je viens de te donner. Bref, avant d'être l'amoncellement de gadgets inutiles, l'emport quotidien ou l'EDC est un appui à la survie du motard en situation de rupture de normalité. Alors tu verras, il y a 2 écoles. La première, c'est celle qui te dit qu'il te faut impérativement porter ton EDC dans ton top case ou dans tes valises. Alors ça, c'est une bonne chose. Effectivement, c'est comme pour un véhicule motorisé voiture. La seule problématique, c'est que parfois, la rupture du quotidien, elle t'arrive à toi. C'est-à-dire que l'accident, c'est toi qui sors de ton véhicule moto, t'es pas obligé de remonter dessus, donc tu as un vrai problème. Et si tu as laissé tout le matériel dans la moto, tu as du mal à pouvoir gérer ta propre sécurité. Donc, c'est compliqué. La deuxième école, c'est de tout transporter sur soi. Je pense pour ma part que c'est la meilleure. Après, chacun voit midi à sa porte. Sauf que tout transporter sur soi, ça signifie globalement que tu vas faire un effort pour avoir le strict minimum. Donc, il faut le réfléchir et il faut surtout le rationaliser. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour te donner quelques petits conseils et surtout te permettre d'avoir des outils adaptés qui peuvent te servir. Alors pourquoi est-ce que je commence par le soin? Parce que principalement le DC que j'emporte avec moi tous les jours, mon EQ, c'est-à-dire mon emport quotidien, est construit sur le soin pour moi et pour les autres. Effectivement, je considère que la plus grosse rupture de normalité à laquelle je peux être confronté, c'est un accident. Accident qui peut m'arriver à moi, qui peut arriver à un autre usager, motard, cycliste, piéton, automobiliste. Il faut voir qu'en plus, en termes d'accidentologie, on est en augmentation de mortalité au niveau des motards et que les plus touchés sont les 16-34 ans et que globalement, c'est la vitesse et les stupéfiants et l'alcool qui sont quand même responsables dans 56% des accidents. L'esprit motard, c'est donc de porter assistance à l'autre, quel qu'il soit et où qu'il soit. Ça c'est l'esprit, c'est notre côté humain, c'est notre côté solidaire. Si jamais on l'oublie, il faut que je te rappelle juste une chose qui est importante, c'est que tu as un texte de loi, c'est l'article 223-6 du code pénal. Cet article nous dit simplement que tu es obligé de porter assistance à personne, mais sans te mettre en danger ou en mettre en danger les autres. C'est-à-dire que tu dois mettre en œuvre tout ce qu'il est nécessaire pour porter assistance en fonction de ce que tu peux faire, de ce que tu sais faire. Ça va du minimum, c'est-à-dire prendre ton téléphone, appeler les services de secours, signifier l'accident, au maximum, c'est-à-dire sécuriser, soigner, mettre en ordre en attendant les secours. Une fois que tu as réfléchi cela, tu dois raisonner ton EDC en fonction de 3 thématiques. Pour moi, les 3 thématiques les plus importantes sont protéger, secourir et alerter. Ah, je vois que tu tiques un peu, on t'a appris depuis que tu es tout jeune.
protéger, alerter, secourir. Certes, c'était vrai avant. Maintenant, ce qui est un peu compliqué, c'est que dès lors que tu vas devoir te tourner vers les services de secours, c'est-à-dire mettre et donner l'alerte, tu vas te retrouver avec des gens qui vont de l'autre côté te demander un diagnostic. Alors, pas un diagnostic médical, ils vont te demander de faire un bilan. Ce bilan va prendre en considération certains points, notamment l'état de conscience de l'individu, la problématique de l'accident, l'environnement, l'état dans lequel tu trouves l'individu, s'il est conscient, pas conscient, s'il est abîmé, pas abîmé, s'il peut bouger, pas bouger, etc., etc. Et par conséquent, à partir du moment où tu feras un bilan précis, à partir du moment où tu feras un bilan juste, tu auras en face de toi un service de secours qui va être réactif. Attention, ne nous leurrons pas, les services de secours ne sont pas toujours là le plus vite possible, ils font ce qu'ils peuvent, mais en fonction des moyens qui sont à leur disposition, ils vont déployer une armada mécanique. Cette armada va s'organiser en termes de soins, mais en termes de sécurisation, c'est-à-dire que tu auras les sapeurs-pompiers, le SAMU, la police, dans un ordre précis, le premier qui arrivera. Et ce n'est pas toujours le plus vite possible. C'est en fonction des moyens disponibles. Il se peut donc que tu aies à gérer toi-même les 30 à 40 premières minutes de l'accident. Ça peut arriver. Je te rappelle qu'effectivement, situation urbaine, en grosse autoroute, les services de secours interviennent très rapidement. Mais que si tu te retrouves la nuit dans une petite route de campagne à devoir gérer ton accident ou l'accident des autres, tu vas te retrouver à certainement attendre entre 20 et 30 minutes l'intervention des secours. Il te faut donc être préparé, autonome et prêt à faire face à cette rupture de la normalité. Te protéger ou se protéger, c'est important. Si au tout début de l'intervention, tu te fais écraser par une voiture parce qu'elle t'a pas vu, tu vas te retrouver en grande difficulté. D'abord, tu seras mort et tu ne serviras à rien. Donc l'important, c'est de se protéger. Pour te protéger, voilà ce qu'on a dans l'EDC au niveau des bases. Donc la première chose que tu vas emporter avec toi, c'est cette chose-là, le gilet jaune. Alors fais attention, bon c'est obligatoire qu'on soit bien clair, mais une chose est claire, c'est que le gilet jaune, plus tu le prends large, mieux c'est. Je te rappelle que tu es équipé, que tu vas devoir te déplacer, que tu n'es pas obligé d'enlever tes vêtements tout de suite, notamment ton blouson, donc prends le large pour être visible de tous. Ensuite, tu vas devoir avoir avec toi un système particulier qui peut être un système de brise-vitre. Alors moi voilà, exact, j'ai le Rescue Me classique. Que je vais mettre sur mon porte-clés. Ce Rescue Me, c'est très intéressant, il permet de couper des ceintures de sécurité avec ce petit outil-là, mais il te permet aussi de briser les vitres en appuyant. Tu as une bille ici qui te permet de faire le travail. C'est un outil qui est très léger, très facile, super costaud, donc c'est important. Il va falloir aussi être en mesure de te signaler. Pour te signaler, tu vas devoir utiliser des systèmes spécifiques. Pour une voiture, on te demande un triangle. Je te vois pas avec le triangle là sur toi, c'est compliqué. Donc moi, j'utilise ce genre de système, c'est-à-dire, tu vois, des bâtons lumineux qui sont des bâtons à 12 heures d'autonomie. Ce sont des bâtons qui sont des petits bâtons, mais ils sont très puissants. On fera un essai de nuit et ils te permettent de sécuriser une zone. Ils ont deux avantages. Premièrement, ils te permettent de sécuriser, donc de matérialiser un espace de danger. Mais ils peuvent aussi te servir de lumière d'appui, ils peuvent te servir pour éclairer l'environnement de l'accident. Donc ce sont des outils très intéressants, ils sont très costauds, ils ont une durée très rapide, donc prends-en au moins deux, ça te permet d'être au clair. Si tu es dans les systèmes lumineux, tu as l'opportunité d'avoir ce petit type de lampes qui sont très puissantes, qui te permettent effectivement, tu vois là, la puissance de la lampe, ça te permet franchement d'éclairer une zone que tu veux mettre, c'est-à-dire la zone d'accident où tu vas travailler, etc. Moi, je préfère de loin ce genre de choses qui sont des lampes frontales, une petite lampe frontale simple, puissante, qui te permet d'être sur ton casque, de te balader avec, de pouvoir intervenir auprès des victimes s'il y a besoin, et de pouvoir aussi te signaler quand tu vas te déplacer en plus de ton gilet jaune, ce qui est une bonne chose. Se protéger, c'est aussi se protéger personnellement quand tu vas devoir fonctionner avec les personnes qui sont blessées ou avec toi-même, donc c'est quelque part ce qu'on appelle les gants de protection. Ils te servent simplement à ne pas être infecté par le sang de la personne. Moi, je prends des gants en nitrile, ils sont pas chers, ils sont beaucoup plus intéressants que le latex parce qu'ils collent moins à la peau et surtout, tu les talques, tu les mets dans un sac plastique. Sac plastique qu'il est important d'avoir avec toi. Ça compte pas grand chose, tu vois, moi je prends un sac zip, ça me permet de mettre des choses dedans, et puis si jamais le jour de l'accident je dois gérer une main ouverte, une main découpée, ou une main amputée, ou un pied amputé, j'ai quelque chose pour ranger le pied en toute sécurité, ou la main pour pouvoir la mettre en sécurité. Donc ça c'est protéger aussi la personne.
Ensuite, il est clair que j'ai toujours avec moi ce genre de choses très importantes. C'est ce qu'on appelle une couverture de survie. Sache qu'en accident, la première chose que tu vas devoir faire après ton bilan, après la perception de l'état de la personne ou des personnes qui sont touchées, c'est de devoir les recouvrir pour éviter qu'ils soient en hypothermie, c'est-à-dire qu'ils perdent de la chaleur, parce que ça, c'est dangereux. Donc une simple couverture de survie, c'est assez important. Ensuite, tu peux avoir avec toi, toujours dans le cadre de la protection, ce genre de choses que tu fabriques toi-même en paracorde, qui te permet d'avoir quelques mètres de corde avec toi. On ne sait jamais, ça peut permettre effectivement de caler quelque chose, de gérer une fracture, une rupture, et ça c'est important. Et puis dernière chose que j'emmène tout le temps avec moi, parce que dans la protection, il va y avoir la protection de l'environnement, mais il va y avoir aussi la protection du flux de circulation. Tu peux te retrouver à devoir gérer un bouchon, et c'est peut-être à toi de le faire. Si vous êtes 3, il y en a bien un qui va s'occuper de cet aspect pour permettre au secours d'arriver le plus vite possible et d'éviter des choses dangereuses, c'est-à-dire que les gens essayent de passer les uns après les autres, et tu peux utiliser en plus ce genre de choses. C'est un sifflet, ça te permet aussi de te matérialiser. Moi j'utilise des sifflets de chez Decathlon, c'est un sifflet sans billes. Il est donc increvable, il est mis de manière sécurisée sur moi et je peux m'en servir. Si jamais c'est moi qui suis au sol, je peux toujours souffler dedans et me faire entendre. Alors, maintenant que tu es capable de te protéger et que tu as sur toi l'essentiel, il te faut aussi avoir quelques éléments qui te permettraient de soigner, même si c'est dans le cadre d'une urgence. Alors je te rappelle juste les règles. Soigner quelqu'un en situation d'urgence, c'est faire ce que l'on sait faire. Si tu n'as pas été formé, si tu n'as pas le PSC1, si tu ne sais pas de quoi il est question, va au minimum. Les règles de base sont simples, on te les redira, je te les montrerai dans une vidéo, mais on évite de toucher, de déplacer le corps, la personne qui est blessée, on fait en sorte que la tête le soit le plus stable possible, on n'enlève pas le casque. On peut relever la visière si nécessaire, mais on fait attention. En revanche, si tu es confronté à une problématique hémorragique, à une problématique de membres coupés ou autre, si tu ne connais pas les premiers gestes, essaye quand même de te former. Et en revanche, si c'est sur toi et que tu dois opérer par exemple un arrêt sanguin parce que tu as une artère qui est touchée, eh bien, il y a des outils que tu peux mettre en œuvre. Le but, c'est de faire en sorte d'être le moins gênant possible pour les secours et surtout le plus efficace en fonction de ce que tu sais faire. Donc plus tu es formé, mieux c'est. Les outils ne sont là que pour t'aider à appliquer ce que tu sais faire. Alors qu'est-ce qu'on peut porter sur soi en EQ ou EDC, c'est-à-dire en emport quotidien ou en everyday carry pour le soin? La première chose que moi j'adore et qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est ce genre de petit outil qu'on appelle un bandage israélien. Attention, beaucoup de sites internet te disent que c'est un bandage hémostatique. Certainement pas, ce n'est pas un bandage hémostatique, c'est un bandage qui te permet effectivement de faire un point de compression, de le tenir, parfois aussi de garrotter. Tu peux avec ce genre d'outil le faire, je te montrerai comment faire avec des vidéos et avec un spécialiste. Le bandage israélien, tu le portes sur toi, il te permet de couvrir 80% des besoins en termes d'application pour bloquer, stopper une hémorragie. Ensuite, de manière mécanique et générale, tu as aussi ce genre d'outil qu'on appelle des garrots. Celui-ci c'est un garrot soft tactique. Je te rappelle que désormais, si tu sais le faire, tu peux appliquer le garrottage si jamais tu es confronté à une hémorragie importante d'un membre, donc bras, jambes ou autre. Fais attention, ça c'est une application immédiate. Tu n'oublieras pas de marquer ce qu'il faut ici ou sur la tête de la personne si elle est plus casquée ou sur un endroit qui se voit bien pour les secours, de manière à être trop clair. Une fois que tu as ces deux outils, n'oublie pas que ce que tu peux avoir sur toi, et c'est important, c'est un scotch de super qualité. Alors bien évidemment, là je te montre le gros paquet, on appelle ça du gaff ou du duct tape. C'est hyper pratique, ça se découpe à la main. Alors bien évidemment, tu n'emportes pas ça, c'est un peu trop lourd, hein. Même si tu essaies de le mettre sur le casque, ça ne marche pas. Je vais te montrer comment tu peux te faire une petite réserve de ce scotch là pour bloquer ou fermer quelque chose. Moi par exemple, j'utilise en plus un stylo.
Je l'emmène toujours avec moi, ce sont des Sharpie, ce sont des stylos extraordinaires, ils sont d'une super qualité, ça coûte pas très cher, c'est des stylos indélébiles, ils sont vraiment super. Et comme je le prends de couleur sombre, eh bien tu vois, autour, j'ai embarqué avec moi à peu près 5 à 6 mètres. Là, tu as 5 mètres, un peu moins de 5 mètres de... pas 5 mètres, pardon, tu as un peu moins d'1 mètre de duct tape. Très facile, très pratique, je peux m'en servir. Voilà, là j'ai mon stylo plus mon duct tape, ça me permet aussi de bien pouvoir le tenir et j'ai un outil 2 en 1. À cela s'ajoutent 2 petits outils sympathiques qui sont tout simplement un désinfectant au cas où tu as besoin simplement de passer le désinfectant, pourquoi pas pour toi ou pour les autres. Ça peut le faire, c'est pas une obligation, ces petites dosettes de bétadine jaune, donc de désinfectant. Et puis j'emmène toujours avec moi, ne serait-ce que pour moi ou pour les autres, ce genre petit outil là qui sont des choses très sympas, c'est du collier. On sait jamais, on peut se prendre quelque chose, on a oublié de fermer la visière, on se prend quelque chose dans le casque, hop, dans l'œil, ça nous permet de travailler pour nous, pour les autres, c'est pas très lourd à emporter, c'est une bonne chose. Petite chose supplémentaire qui coûte rien que moi j'emmène, c'est tout simplement des patchs de bétadine, donc c'est des patchs de désinfectant, qui sont très très bons. Alors une fois que tu as ce genre de choses et que tu peux l'emporter, le dernier outil, le dernier item qu'il te faut, c'est comment prévenir les autres. Eh bien c'est pas compliqué. Tu as l'outil magique moderne qu'on appelle le téléphone portable. Voilà, moi j'en ai un. Celui-ci, il est rechargé de manière permanente. Sur ma moto, j'ai un chargeur qui me permet, si jamais je suis coincé, de pouvoir l'utiliser. Et en même temps, sur mon téléphone, tu verras, j'ai quelques applications sympathiques, dont une qui est importante. Et là, en situation de survie ou d'urgence, il vaut mieux toujours prévoir, c'est ce qu'on dit. 1, c'est vraiment peu. 2, c'est mieux. 3, c'est encore mieux. C'est-à-dire que plus tu vas multiplier le type d'outils, plus tu seras adapté, mieux ce sera pour toi. Alors moi, j'ai Waze qui me permet effectivement de me géolocaliser. J'ai l'application de mon téléphone GPS qui me permet de me localiser et j'utilise une autre application GPS, donc j'ai 3 applications GPS qui me permettent de me localiser. En ville, ça sert pas à grand chose, je peux me repérer très facilement, mais si je me retrouve sur une route de campagne, si je me retrouve le soir ou sur une route de campagne quelconque que je connais peu, ou je suis en circulation, il me faudra expliquer au service de pompiers ou à la police ou à la gendarmerie l'endroit où je me trouve. Et donc, par conséquent, c'est important. Alors, j'ai aussi oublié de te parler d'un emport que j'ai de manière mécanique qui me permet de couper, découper et de faire de la mécanique si besoin. C'est une pince multitool. Donc, moi, j'ai acheté une pince Stanley. C'est une pince faite pour le bricolage. C'est du costaud, pur de chez costaud, garantie quasi à vie. Donc, tu retrouves les éléments essentiels et traditionnels de la pince. Donc, bien évidemment, tu retrouves les outils classiques, de quoi couper. Ça reste une très très belle bête de guerre, elle est très efficace, ça fait des années que je m'en sers, et tu vois, elle est toujours aussi bien foutue. J'ai pré-réglé aussi les 5 numéros de téléphone dont je vais avoir besoin. D'abord le 18, moi c'est toujours le 18 que je compose quand il y a un accident. Je sais que normalement on fait le SAMU, mais ça ne m'intéresse pas. Le SAMU n'est pas pour moi un service d'urgence respectable à l'heure actuelle dans la France entière. J'ai plus confiance dans les pompiers, mais de toute façon ils se parlent. Le SAMU en deuxième, parce que c'est quand même une obligation. Ensuite, derrière, tu as la gendarmerie ou la police, donc les numéros centralisés, et le 112, au cas où je me trouve à l'étranger ou en France, à devoir spécifier. Attention, je ne dis pas que le SAMU ce n'est pas bien, je dis juste que je préfère avoir en face de moi les pompiers qui ont des unités territoriales plus maillées, mieux cernées et qui sont beaucoup plus impactants en termes de situation. Ils peuvent intervenir de manière polyvalente. Ils ont une connaissance terrain que le SAMU n'a pas, mais en même temps, si tu veux faire le SAMU, fais le SAMU, c'est toi qui vois. De toute façon, les services de secours se parlent entre eux. Quand tu en appelles un, ils s'écoutent tous, donc ne t'inquiète pas, peu importe celui que tu fais, il sera toujours relié aux autres et il organisera le service. Moi, ma priorité, c'est le 18. J'ai confiance dans la compétence des gens du 18. Ça ne veut pas dire que j'ai pas confiance dans la compétence des autres, mais c'est mon choix. Voilà, je t'ai fait un tour de l'EDC traditionnel tel que je le conçois. Je te montrerai ensuite comment je l'emporte. Dans quoi est-ce que je l'emporte? C'est assez simple. Moi, tu vois, j'ai ce genre d'outil. C'est une petite pochette que je traîne avec moi, que je peux mettre à la jambe ou que je peux mettre sous mon blouson. Et dans cette pochette, tout tient. Voilà, avec mes papiers en plus. Voilà, donc à partir de là, il y a une dernière chose que tu dois prendre en compte. Ce sont tes papiers, bien évidemment. Et donc pour moi, dans le l'EDC, c'est pas très compliqué. Voilà à quoi se résume mon papier. Mon portefeuille, mes papiers, mes cartes
et tout ce qui va avec. Voilà, donc tu as fait le tour de l'EDC, tout étant portable, ça tient là-dedans. Je te dis pas que c'est petit, mais en même temps ça me permet de le mettre dans mon top case quand j'en ai pas besoin, sur moi quand j'en ai besoin, et à partir de là j'ai l'emport nécessaire. La seule chose que j'emporte sur moi et que je garde de manière permanente sur moi, ce sont deux choses, c'est le bandage israélien et le garrot tactique, parce que ce sont des choses que je peux m'appliquer à moi-même, donc ils sont dans mon blouson et ils y restent. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo sur l'EDC t'aura servi. Si tu as des questions, n'hésite pas, je peux t'aider. Si tu as aimé, n'hésite pas à nous lâcher un like. Si tu veux t'abonner, tu seras le bienvenu. Sur ce, à tout bientôt pour la suite de vidéos sur la sécurité. Donc, allez, grand V à toi, stay safe, ride safe.